D'un côté, il y a la campagne, avec l'air pur, de grands espaces, où la population vit en harmonie avec la nature. Et de l'autre, la grande ville, polluée, congestionnée, où la population s'entasse. D'un côté le bon, de l'autre le mauvais. C'est bien évidemment plus compliqué que cela. En prenant simplement deux dimensions, l'habitat et les transports, le mode de vie le plus vertueux n'est pas forcément celui que l'on croit. Premier aspect, l'habitat. La consommation d'espace par l'habitat exerce une pression sur les sols en contribuant à leur artificialisation. L'artificialisation des sols se définissant comme la perte du caractère naturel ou agricole d'un espace. Ce phénomène est responsable de la régression des terres arables et des milieux naturels, de la perturbation du cycle de l'eau et des sols. Entre 2006 et 2014, selon un rapport du Comité pour l'économie verte, l'habitat individuel a représenté près de 50% des sols nouvellement artificialisés, loin devant le réseau routier, 16%, ou le bâti agricole, 8%, et surtout l'habitat collectif, seulement 3%. La disparition de la surface cultivable en France ces dernières années est donc largement imputable aux très nombreuses constructions de nouvelles habitations individuelles, et le principal responsable, c'est bien le rêve pavillonnaire. Il faut néanmoins être juste. Cette prépondérance des logements individuels résulte en partie de la présence de jardins, soit des sols artificialisés, mais non couverts, qui contribuent pour plus de la moitié de la surface occupée par les logements individuels. En passant à la notion d'imperméabilisation des sols, c'est-à-dire leur recouvrement par un matériau imperméable, tel que le béton ou l'asphalte, l'écart se resserre avec l'habitat collectif. Mais le rapport reste impressionnant, de 1 à 7,5. Un écart que l'accueil d'une plus grande part de la population par l'habitat individuel ne justifie pas, bien au contraire. L'empreinte de l'habitat sur l'environnement ne se limite pas à ces seuls aspects. L'empreinte carbone en est une autre. En cause, la taille des logements. La surface moyenne d'un pavillon est légèrement supérieure à 112 mètres carrés, un chiffre en hausse depuis le milieu des années 80, contre 63 pour un appartement, un chiffre en baisse sur moyenne période. Finalement, c'est quasiment du simple au double. Compte tenu du nombre d'occupants, une personne seule dispose en moyenne de 45 mètres carrés dans une habitation individuelle contre 32,5 dans le collectif. C'est quasiment 30% de moins. L'impact est double, en termes de chauffage ou de climatisation, car les surfaces concernées sont plus réduites dans le cas de l'habitat urbain. Et les observations montrent, en outre, que le nombre d'appareils électroménagers, leur taille, leur puissance augmente avec celle de la surface disponible. Le bilan énergétique est nettement à l'avantage de l'habitat urbain collectif. Deuxième dimension, le transport. D'après une étude de l'INSEE, chaque habitant des pôles urbains émet 2 fois moins de CO2 que la moyenne, grâce à un usage plus fréquent des transports en commun, du vélo ou de la marche à pied, à la fois pour se rendre à son lieu de travail ou d'enseignement, mais également pour toutes les autres activités, commerce, loisirs, démarches administratives, etc. Dans les territoires faiblement urbanisés, prendre sa voiture pour aller travailler est le quotidien de plus de 8 salariés sur 10. À Paris, c'est moins de 11%, et pas beaucoup plus du tiers dans les départements de la petite couronne. En grande couronne, où l'habitat est plus diffus, la voiture devient majoritaire. Dans les grandes aires urbaines des principales métropoles, les trajets domicile-travail s'effectuent moins d'une fois sur 2 via l'automobile. Parce qu'en ville, la distance à parcourir pour ces déplacements est plus limitée, parce qu'en ville, l'empreinte écologique par kilomètre parcouru est plus faible, l'empreinte carbone liée au déplacement du quotidien y est plus réduite. De la même manière, on conçoit facilement que les maisons nécessitent davantage de matériaux de construction, et elles conduisent les collectivités à entreprendre des travaux forcément bien plus conséquents qu'en milieu urbain pour construire les réseaux de routes, d'eau, d'électricité, de gaz, de télécommunications, la mise en place de services de ramassage des ordures ménagères, etc. La ville, c'est le royaume des effets d'échelle, pas la campagne. Avec néanmoins le revers de la médaille lié au problème de congestion dès lors que la ville s'étend de trop, de qualité de l'air, de vulnérabilité d'infrastructures hyper concentrées, à l'instar de l'ouragan Sandy qui a causé 19 milliards d'euros de dégâts à New York, avec à Paris le spectre de la crue du siècle. Et enfin, la question du coût caché, autrement dit des externalités négatives liées à l'hyperpolarisation des flux sur une mégapole. Quoi qu'il en soit, à rebours de bien des idées reçues, la ville s'avère plus écolo que la campagne quand elle ne se dilate pas trop et quand le système formé par l'ensemble des métropoles produit un maillage de flux équilibré sur le territoire.